Distingués invités, mesdames et messieurs, bon matin à tous et toutes. Before we start officially our program today, I would like to remind you that simultaneous translation devices are available in the hall, and most of all, that you have to bring them back at the end of the day. Après une riche cérémonie d'ouverture hier soir qui nous a permis de mettre la table, si vous me permettez le jeu de mots, nous entrons ce matin dans le vif des travaux qui marqueront le pas des 3 prochains jours de ce colloque international sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l'heure des changements climatiques. Nous le faisons dans le cadre de cette plénière d'ouverture ayant pour thème les effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition, qui sera également ponctuée de témoignages. Pour débuter, 2 prestigieux intervenants. Le 18 septembre dernier, le premier ministre du Québec a annoncé la nomination de M. Jean Lemire à titre d'émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques. Il s'est vu confier le mandat général d'approfondir l'engagement international du Québec dans les domaines des changements climatiques et des enjeux nordiques et arctiques, 2 priorités gouvernementales inscrites notamment dans la politique internationale du Québec. À noter que M. Lemire agit déjà à titre de président du Conseil d'orientation du Programme de coopération climatique internationale, qui est la principale composante des mesures annoncées à la conférence de Paris sur le climat en 2015. Monsieur Lemire, je vous invite à prendre place et à prendre la parole. Bon matin à tous. Merci d'être là. Je me réjouis de voir dans cette salle des représentants des pays du Sud, des pays du Nord, des membres de la société civile, des nations autochtones et également des représentants de la jeunesse. J'aimerais d'ailleurs leur dire un petit mot à ces jeunes qui m'ont tant inspiré tout au long de ma carrière. Je suis conscient qu'on ne vous a peut-être pas préparé un legs à la hauteur de ce qu'on devrait faire. Mais ne vous découragez pas. Il y a beaucoup d'espoir puisque, entre autres, dans cette salle, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire. Et ces colloques sont justement l'occasion de partager nos connaissances et ces savoir-faire pour se mettre en mode solution. Vous savez, quand j'ai débuté, il y a très longtemps, les changements climatiques, c'était une affaire de science, c'était une affaire de météo, et on était un peu jugés comme des porteurs de mauvaises nouvelles. On ne nous croyait pas au point de départ. Et puis, petit à petit, on s'est bien aperçu que la science pouvait répondre avec beaucoup de preuves et tranquillement, cette notion de changement climatique a commencé à faire du chemin. Les changements climatiques, maintenant, on s'en rend bien compte, ce n'est pas un silo fermé. Ce n'est pas une question de science, ce n'est pas une question, en fait, je devrais dire juste de science. Il faut, si on veut combattre les changements climatiques, avoir une approche multilatérale, une approche vraiment où on va intégrer tous nos savoir-faire pour trouver des solutions. Les changements climatiques, c'est la sécurité alimentaire, c'est l'alimentation, et je dirais même plus, c'est la santé publique. Nous devons absolument travailler ensemble, et le gouvernement du Québec sera un acteur de plus en plus présent sur la scène internationale pour créer des ponts, pour faire des partenariats. Et je vous le dis, ma porte est grande ouverte. Ma porte est ouverte évidemment pour les scientifiques, pour les gens d'ici. Ma porte est ouverte pour les gens sur l'international, pour les organismes. Madame Semedo, j'espère que nous allons travailler ensemble, que ce congrès n'est que le prélude d'une longue collaboration pour le futur.
Et j'espère pouvoir apporter votre voix sur la scène internationale et pouvoir ramener un peu de ces initiatives qui se font un petit peu partout sur la planète. Vous savez, je vous l'ai dit, quand j'ai commencé, les changements climatiques, c'était un truc, comment dire, restreint, très scientifique. En 2002, nous sommes partis avec le voilier océanographique Sedna 4 pour réaliser le passage du Nord-Ouest, ce passage qui relie l'océan Atlantique au Pacifique. J'aimerais vous amener en voyage. J'aimerais vous amener en voyage pour vous montrer comment c'était en 2002 et comment c'était en 2015 quand nous sommes retournés, 13 ans après, au même endroit, à la même date. Vidéo, s'il vous plaît. In 2002, while attempting the Northwest Passage, Sedna 4 is blocked, stuck in shifting sheets of ice that endanger the big schooner. The wait seems endless, but the safety of everyone aboard comes down to one quick decision. Kilometers of drifting ice present a serious threat. The crew, supported by a reconnaissance plane from the Canadian Ice Service, is at an impasse. The ice cover is so thick that any attempt to force the ship through could prove fatal. But it's almost fall in the Arctic, and a solid sheet of ice could form at any moment, trapping the big schooner. Out of options, the crew gets set to forge ahead, come what may. These are precisely the conditions they wanted to avoid. The banging and grinding of the ice against the steel hull is unsettling. Progress is slow and difficult, but the big ship powers up her engines to push large drifting slabs of ice out of the way. Finally, an opening. After hours searching for small leads, Sedna is able to break free of the ice. She becomes the 7th sailing ship in history to navigate the Northwest Passage in a single season without an icebreaker to assist. The big ship has returned to the same spot on the same date 13 years later to observe the effects of warming in the Arctic. The difference is overwhelming. Sea ice is just a memory in a number of parts of the Arctic in summer. Bien sûr, quand on regarde ça, on peut se dire, oui, mais peut-être que 2015 était une mauvaise année. Eh bien non, vous le voyez bien, la tendance est vraiment à la disparition de ce qu'on appelle la vieille glace dans l'Arctique. Et ça, évidemment, c'est très, très inquiétant. Rapidement, M. Mépec l'a mentionné hier, méfiez-vous des moyennes. Quand on parle d'une augmentation de température qui peut être autour de 2 degrés Celsius, le réchauffement ne sera pas réparti également. Et pour des régions comme l'Arctique, évidemment, le réchauffement va atteindre, si on ne fait rien, des 5, 6, 7 degrés dépendant des régions. Et donc, d'où l'importance d'agir. Mais ce réchauffement, il est un peu partout sur la planète. Dans notre dernière mission, nous avons parcouru le monde pour aller voir également les endroits isolés sur la planète, ceux qu'on entend moins parler, ceux qui ont aussi besoin de nous. Et c'est un peu ce que Madame la directrice générale adjointe va nous parler lors de sa présentation. N'oublions pas les petites communautés. N'oublions pas que nous faisons partie de la solution.
tous ensemble et que nous avons besoin de votre connaissance, de votre savoir. Faites sauter les silos, travaillons ensemble et le gouvernement du Québec sera présent, autant ici que sur la scène internationale. Avec toute l'expertise de nos chercheurs d'ici, j'essaierai de créer des ponts et je vous invite à venir cogner à ma porte. Merci. Merci, Monsieur l'émissaire, pour vos propos éclairés et éclairants. Nous saisissons l'occasion pour vous féliciter à nouveau pour votre nomination et vous souhaitons un bon mandat. Nous sommes maintenant honorés et privilégiés d'avoir parmi nous la directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, responsable de la division climat et ressources naturelles, Madame Maria Elena Semedo, et je l'invite maintenant à s'adresser à vous. Merci. Bon, bonjour. J'espère que tout le monde a eu une nuit reposante et que vous êtes préparés pour le cœur du symposium. C'est de nous présenter des propositions concrètes d'action pour faire face au changement, pour nous aider à trouver des solutions pour faire face au changement climatique et ses effets et impacts sur la sécurité alimentaire et la malnutrition. Et quand on parle de solutions, la première tendance, c'est penser qu'est-ce qu'on a de nouveau, qu'est-ce qu'innovation on va porter de ce colloque ou de cette audience qui est ici. Et je suis tout à fait d'accord avec le commissaire que je pense que nous tous, on a un rôle à jouer, nous tous, on a une expérience de notre formation académique, de notre vie, mais je dois saluer également la présence des jeunes. Moi, je dis toujours que le changement vient d'abord des jeunes. Parce que première, vous avez toujours l'énergie et le courage d'innover et de ne pas penser, des fois, et je le dis dans le bon sens, dans trop de conséquences de vos idées, de vos positions. Nous, on a tendance à dire, mais si je fais ça, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, qu'est-ce que ça va apporter? Et je crois qu'on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre connaissance, on a besoin de votre audace pour nous apporter vraiment des idées nouvelles pour le suivi de ce colloque. Je voulais aussi féliciter M. Lemire pour sa nomination et bien sûr que vous pouvez compter sur la FAO. Je pense que nous sommes déjà un grand partenaire du Québec, un grand partenaire du Canada et les changements climatiques, c'est une des priorités de notre organisation. Et je voulais vous dire peut-être que vous travaillez dans un dossier qu'on ne parle pas beaucoup à la FAO. Et je pense que ça va nous aider aussi à élargir nos horizons et notre programme de travail. Hier, je me demandais de quoi je dois parler. J'avais beaucoup parlé hier. J'ai pris la parole plus de 10 minutes pour que ça ne soit pas une répétition. Et comme j'ai vu que M. Lemire a parlé d'une partie du monde, et tenant compte que moi je suis du Cap-Vert, je suis des îles, j'ai dit je vais partager avec vous aussi mon expérience des petits États insulaires. La tendance quand on parle des petits États insulaires, on pense à des îles, à des belles îles avec de belles plages, avec l'eau bleue, plein de cocotiers, la belle musique, des beaux cocktails, c'est ça les images. Et c'est un peu vrai, mais on ne pense pas à tout ce que ces pays font face et tout ce qu'ils souffrent. Ce sont des pays très vulnérables, ce sont des pays les plus exposés aux effets du changement climatique et avec ce qu'on appelle les coûts d'insularité très élevés. Je peux juste vous donner un exemple. Dans mon pays, nous avons 10 îles, 9 sont habitées.
Et la population varie. Normalement, quand on a la capitale, c'est là où on a le centre administratif, tous les services sont là-bas, et la majorité de la population, bien sûr, est dans la capitale. Et on a des îles plus petites. On a une île qui a 200 000 personnes, on a une autre qui a 3 000 personnes. Mais il faut faire des lycées, il faut faire des aéroports, il faut faire des hôpitaux, même si c'est pour 100 ou 200 ou 300 personnes. Ce sont des gens, ce sont des citoyens, ils ont besoin de tous ces services. Et imaginez tous les coûts, peut-être de faire un grand lycée où on a 10 000 étudiants et faire 10 lycées pour 100 ou 200 étudiants. Juste pour vous donner une idée vraiment de ce qu'on appelle les coûts d'insularité qui vient de ces petits pays insulaires. Comme je disais, les pays insulaires en développement ont des caractéristiques qui sont très propres et à cause de ça, ils font face à des défis très complexes. Également sur le côté de la sécurité alimentaire et la nutrition. Comme je disais hier, on a le fardeau de la malnutrition dans tous ses volets, la malnutrition et l'obésité. Et si vous voyez surtout, je ne pense pas que quand on parle des îles qui sont en Afrique comme le Cap-Vert, vous avez São Tomé, vous avez la Guinée-Bissau, ce n'est pas un problème très fort comme ça se passe dans le Pacifique. Regardez les gens que vous connaissez du Pacifique. Voyez comment ils sont physiquement. Et c'est une région où 50% de l'obésité, 50% de la population est obèse. Si vous voyez les chiffres dans le monde de l'obésité, les 7 premiers pays sont dans les îles du Pacifique. Également, ils sont aussi affectés à des phénomènes climatologiques, météorologiques. On parle tous les jours des ouragans, des cyclones et aussi de l'irrégularité dans les précipitations. Moi, je viens d'un pays, ici vous voyez, tous les ouragans se forment au Cap-Vert. Ils forment, après, ils passent. Et nous, on souffre de la sécheresse. Vous voyez, les gens, ils ont trop de pluie. Nous, on n'a pas de pluie. Cette année, on a une sécheresse au Cap-Vert. Et regardez ce qui se forme au Cap-Vert. Les pays qui sont affectés, ils ont trop de pluie, ils ont des inondations, ils ont une dévastation, une détruisation de tout ce qu'ils ont en termes de leur capital qu'ils ont construit. C'est les terres agricoles qui ne sont pas nombreuses, mais qui disparaissent. Et tout ça, c'est des phénomènes à quoi ces pays, ces petits États insulaires, ils font face. Et comme vous avez vu, c'est des pays qui n'ont pas beaucoup de terres cultivables. Si cette terre disparaît, qu'est-ce qui va leur revenir? Il faut de plus en plus importer parce qu'avec ce qu'ils ont, la manque de terre, ils importent déjà. Dans mon pays, par exemple, c'est 90% de toutes nos consommations. Disons 80 à 50% de leur consommation. S'ils ont des inondations, s'ils ont des sécheresses, c'est encore cette importation qui va augmenter, avec des conséquences du côté économique, avec des conséquences alimentaires, parce que le problème, c'est qu'on va importer, mais la tendance, c'est importer des produits qui sont moins chers. Et les produits moins chers, c'est ceux qui ont plus de sucre et ceux qui ont plus d'huile. Et tout ça, c'est des conséquences et des effets sur la sécurité alimentaire. Mais tous ces effets de sécurité alimentaire, obésité, ça amène aussi des maladies. On a la croissance de tout ce qui est le diabète, la croissance de tout ce qui est l'hypertension. Et voyez tous les coûts pour la santé sociale, les coûts de la santé publique, dans ces pays également. On a des effets du côté de la production agricole, mais aussi au niveau de ce pays, au niveau de la santé, je dirais. Alors, c'est dans ce cadre qu'il faut
avoir un plan de résilience, de faire en sorte que ces pays soient plus résilients du côté du changement climatique, qu'on puisse avoir une plus bonne prévision. Vous voyez tout ce qui s'est passé à Porto Rico, République dominicaine, ils ont su à une semaine près. Ça, ce n'est pas possible. Avec tous les moyens météorologiques d'information qu'on a, il faut mieux prévoir et mieux se préparer à faire face et être plus résilient à ces effets du changement climatique. Et pour terminer, je parle peut-être, je vous présente un tableau un peu noir, mais malheureusement, c'est ça la vulnérabilité de ces petits États insulaires. Et les pays, les chefs d'État de ces pays se sont réunis à Samoa en 2014, où ils ont approuvé ce qu'on appelle le plan d'action accéléré pour les petits États insulaires. Et ils ont discuté de la croissance économique équitable, des changements climatiques, de l'énergie, de la réduction des risques de catastrophes et l'utilisation durable aussi des ressources marines, parce que c'est des populations qui vivent surtout des ressources marines. On dit que la Terre, pour eux, c'est les océans. Et toutes les populations côtières sont les plus affectées avec la montée des océans. Et également, je disais, ce programme présentait des solutions à tous ces problèmes qui font face ces petits États insulaires. Mais probablement, je vais, dans le cadre de nos discussions, dans ce mécanisme qu'ils appellent Programme d'action mondiale pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les petits États insulaires, ils ont mis en place un mécanisme qui peut permettre aux populations de se réorienter progressivement vers des modes de vie plus sains et une alimentation plus saine. Et les trois axes, je commençais par le premier, c'est créer un environnement institutionnel favorable à la sécurité alimentaire et à la nutrition. D'avoir besoin d'engagement politique très fort, parce qu'il faut avoir un engagement politique très fort qui arrête certaines importations, qui puisse amener une nouvelle culture au niveau de ces pays, mais aussi une meilleure coordination au niveau national. On voit, ce n'est pas seulement au niveau des États insulaires, mais dans nos pays, on a d'un côté le ministre de l'Environnement, de l'autre côté, on a le ministre de l'Agriculture, de l'autre côté, on a le ministre de la Santé, et on n'a pas une politique coordonnée, intégrée, quand on voit qu'il faut avoir chaque fois plus une approche systémique, comme vous l'avez bien dit. Aussi, pour améliorer la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires, il faut faire la promotion des systèmes alimentaires locaux, procurant des régimes alimentaires plus sains qui combinent des produits de la terre et de la mer. Des fois, nous sommes des îles, mais on ne mange pas des produits de la mer. Quand on sait que la bonne protéine, les oméga, des fois viennent plutôt du saumon, du chanchard, des produits qui viennent de la mer, et surtout pour soutenir les groupes les plus vulnérables. Et très important, c'est d'habiliter les populations et les communautés pour améliorer leur situation alimentaire. Il faut agir au niveau des communautés. Et pour terminer, je voulais dire que j'espère que dans vos délibérations, vous tenez aussi compte de ces petits États insulaires qui sont vulnérables et qui sont très spécifiques. Des fois, on ne pense pas, on a des approches globales, comme vous disiez, des moyennes, mais on oublie que dans les moyennes, on a des spécificités qui sont en bas ou en haut de nos analyses. Nous, tous, nous avons engagé à New York à éradiquer la faim, à amener la faim zéro en 2030, et je pense que ça nous appelle tous à travailler ensemble, à amener des solutions innovatrices et surtout de faire un changement de paradigme dans notre façon d'agir avec la planète, dans notre façon de manger et dans notre façon de produire. Malheureusement, je dois partir tout à l'heure. Je vous souhaite un bon colloque et j'entends impatiemment vos délibérations pour voir ensemble, et je vais me réunir tout à l'heure avec les collègues du Québec pour voir comment on va assurer la suite
de vos délibérations, que ce ne soit pas encore un colloque, que ce ne soit pas encore des délibérations très belles, mais que nous n'aurons pas de suite. Et ça, c'est mon compromis personnel avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, Madame la directrice générale adjointe. Nous tenons à vous remercier d'avoir été présente à l'ouverture de ce colloque. Votre présence a été très significative et très stimulante, d'autant plus ici à Québec, qui en quelque sorte est le berceau de la FAO. Maintenant, j'invite le directeur de l'Institut McGill pour la sécurité alimentaire mondiale, M. Hugo Melgar Quinones, à venir prendre place pour présider la première séance plénière. J'invite également les 4 panélistes à monter sur la scène. Pendant qu'ils prennent place, je me permets de rappeler à tous les présidents de séance et à tous les conférenciers à partir de ce moment et pour les prochains jours que nous comptons sur leur discipline pour respecter les délais impartis pour leurs interventions. Alors, merci à tous et toutes et bonne séance. Good morning, everyone. My name is Hugo Melgar Quiñones, and I am the director of the McGill Institute for Global Food Security. I'm very pleased. I feel honored for the invitation to chair this first panel in this very important event. And I want to extend my gratitude to the organizers and the scientific committee members and all the colleagues who were involved in organizing this very important conference. I'll be introducing our panelists, whom I just met this morning, but I have been reading about your work, and I have been looking into your bios, and I do think that we will have a very, very interesting panel on the impact of climate change on food security and nutrition. Before I introduce our panelists, I certainly don't want to repeat all the important facts and information that have been shared with us starting yesterday afternoon. I do think that it's very clear that climate change is having a huge impact in the livelihoods of people around the globe, in the north, in the south, in the west, in the east, in large countries and small island states, as we heard. The testimonies that we have observed, the video that was shared this morning, is really impacting. From the perspective of an academician who had the privilege to start working in Canada 5 years ago, coming from other latitudes, I have seen the work of my graduate students, the work of my colleagues at McGill University and other universities in Canada and in the countries where we work, affected by issues that relate to climate change. All of the projects we work on in Guatemala, in Colombia, in Ethiopia, in Malawi, in Mozambique, in Zambia, in Haiti, are efforts, intersectoral efforts, international efforts to improve the food security status and the nutritional status of especially women and children. But just to give you a couple of examples of the challenges we have been facing, with the support of the Canadian International Development Research Center, we are working on a scale-up project in Colombia, promoting the production of what we call more nutritious potatoes in the Colombian Andes. While we were getting ready for the first harvest, unexpected from the farmers and from the people we work with, a frost affected the harvest. And certainly those communities where we work are at high altitude, but it was an event that people with the expertise of the farmers we work with didn't expect to happen.
We were about to start a maternal nutrition child project funded by Global Affairs Canada in Mozambique. We had to delay it for some months our arrival in Mozambique to do the first analysis of the situation there because of the storms that were hitting that country. Similar situation was happening some days ago in Haiti, where we were preparing to respond to a call for proposals to work on food security and nutrition in Haiti. In my home country, Guatemala, coffee growers have seen coffee rust affecting their cultivars in a larger manner, and as they are moving higher in altitude, thinking that perhaps because of the higher temperatures in the mountains, their coffee plants will not be affected. They are seeing that this is still affecting them due to changes in climate. So there are many, many other examples that certainly you know about, that we heard about yesterday. And today we have a panel of experts that will share with us testimonies, but also results of the work they do in their institutions. So I will like to start welcoming our first speaker. Our first speaker will present his message through a video, and I do think we have it uploaded already. And if you agree with me, then I would like just to briefly share with the audience who's sitting in this panel, and then I'll call you one by one for your presentation. So our first speaker, who's going to present his message through video, is Yuba Sokona. Mr. Yuba Sokona is the vice chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change. He's an advisor, a special advisor in development, in sustainable development for Africa. Is the coordinator of the African Center for Climate Policy related to climate, and of the Economic Commission of the United Nations for Africa. Works with the executive secretary in the Observatory of the Sahel and of the Sahara. He's an honorary professor at the university, at the college, London College University, and a world personality with knowledge, scientific and technical knowledge on many different topics that relate to energy, to climate change, to environment and development, with a special focus in Africa. Our second speaker will be Ms. Sophia Murphy. Ms. Murphy is a member of the high-level panel of experts on food security and nutrition, has 25 years of professional experience in international trade, food security, and rural development, and her research, writing, and advocacy work has focused on international trade, law, the agricultural policies, rural development in the Global South, the right to food, and concentrated economic market power in agri-food markets. She's a PhD candidate at the Institute for Resources, Environment, and Sustainability at the University of British Columbia, and she is a Trudeau and Vanier Scholar. She's serving her second term as one of the 15 members of the high-level panel of experts to the United Nations Committee on World Food Security. Welcome, Ms. Murphy. Following Ms. Murphy, we will listen to Mr. Godfrey Zayumo. He's the founder of the organic farm Songhai in Benin. Father Godfrey Zamujo, we have it one way and the other, Zamujo. Zamujo, he was born in Kano, Nigeria, and briefly let me share with you all of his degrees. He has a bachelor's in modern philosophy and mathematics, a master's in theology, a PhD in economic philosophy, along with a master's in electrical engineering, a PhD in electrical engineering and computer service, and a PhD in management science from the International Institute for Advanced Studies. Father Zamujo
has been awarded many different very important awards. Let me just highlight the FAO 17th Anniversary Commemorative Medal. He was also honored with the Rebranding Africa Award 2016 Lifetime Achievement. Welcome, Father. Thank you for being with us. Following Mr. Zamullo, Anila Lamalis will be the next speaker. She's a PhD candidate in food and cultural geography, specializing in issues related to food security and food sovereignty in Nunavik. She's at the University of Montreal and the University of Montpellier. She holds a master's degree in geography from the University of Quebec in Montreal, and she wrote her thesis on the socio-environmental impacts of open pit mining projects on women in Latin America. Muchas gracias. And our last speaker in this session will be Mr. Jimmy Johannes. And I will ask Mr. Jimmy Johannes then when you share with us your testimony to introduce you because we're missing a biography, but I know that you chair an important association in northern Canada, in Nunavik, on hunting, fishing, and trapping. Thank you so much for being here. So without further ado, I would like us invite you all to listen to Mr. Sokona's presentation via video. Thank you. Bonjour. C'est pour moi un très grand plaisir que d'être avec vous, du moins virtuellement aujourd'hui, à l'occasion de cet important colloque. Les changements climatiques ou le réchauffement climatique sont un phénomène global de transformation du climat caractérisé notamment par une augmentation générale des températures moyennes liées aux activités humaines et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. De façon plus précise, il s'agit du réchauffement climatique ou d'effets de serre dits d'origine anthropique dont les causes ne sont pas naturelles. Les premières suppositions sur l'effet de serre sont énoncées par le scientifique Jacques Fourier, remontent à 1824. Plusieurs scientifiques après lui, notamment le physicien français Claude Puyer et le scientifique irlandais John Tyndall, vont étudier et tenter de quantifier le phénomène. Mais la première expérience de validation et de quantification précise de l'effet de serre est faite par le scientifique suédois Svante Arrhenius à la fin du XIXe siècle. Dans les années 1890, il découvre qu'un air riche en gaz carbonique retient plus la chaleur des rayonnements solaires, ce qui conduit à une augmentation de la température de l'air. Il en conclut que si l'on rejette dans l'atmosphère de grandes quantités de carbone, à cause notamment des activités industrielles fonctionnant par la combustion de charbon, l'air va se charger de CO2 et retenir plus de chaleur. Pendant plusieurs décennies, ces découvertes ne sont pas prises avec tout le sérieux que cela sied par la communauté scientifique, car à l'époque, beaucoup de spécialistes estiment que la nature pouvait s'autoréguler et que l'impact de l'homme était minime. Notamment, beaucoup de scientifiques pensaient que le surplus de CO2 serait de toute façon absorbé par l'océan, ce qui, dans une certaine mesure, est vrai, mais pas totalement. Toutefois, la thèse de la possibilité d'un réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre finit par être validée dans les années 1940 par le physicien canadien Gilbert Plas. À l'aide des technologies modernes, il prouve de façon définitive que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère
influe sur la capacité de l'air à retenir les rayonnements infrarouges et la chaleur. Ce sont les premières définitions du réchauffement climatique. Il faut cependant attendre 1988 pour voir la création par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cet organe scientifique a pour mission d'examiner et évaluer les données scientifiques, techniques et socio-économiques les plus récentes publiées dans le monde et utiles à la compréhension des changements climatiques. Il n'est pas chargé de conduire des travaux de recherche, ni de suivre l'évolution des données ou paramètres climatologiques. De par sa nature scientifique et intergouvernementale, le GIEC est en mesure d'offrir des ressources uniques aux décideurs en matière d'information scientifique rigoureuse et équilibrée. En souscrivant au rapport du GIEC, les gouvernements reconnaissent la légitimité de leur contenu scientifique. Les travaux du groupe se veulent par conséquent utiles pour la prise de décision, mais sans intention de dicter l'action à engager. Depuis sa création, le GIEC a déjà produit 5 rapports d'évaluation, 3 suppléments aux rapports d'évaluation, 9 rapports spéciaux, la méthodologie pour les directives pour les inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre et 6 documents techniques sur différents sujets d'intérêt. Le tout premier rapport du GIEC, publié en 1990, fit état de l'impact des activités humaines sur le climat, soulignant notamment que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine augmentent sensiblement l'effet de serre naturel et contribuent au réchauffement climatique. Ce rapport présentait 4 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre en fonction des actions prises ou pas par les différents gouvernements, entraînant un réchauffement moyen variant entre 1 et 3 degrés Celsius centigrades selon le cas. Les rapports subséquents du GIEC, publiés en 1995, 2001, 2007 et 2013, présentèrent des conclusions toujours plus précises et plus alarmantes d'une fois à l'autre. Le 5e et dernier rapport d'évaluation du GIEC indique sans ambiguïté que non seulement l'influence des hommes, des humains sur le système climatique est incontestable, mais aussi que le niveau de plus en plus élevé des émissions de gaz à effet de serre va entraîner la poursuite du réchauffement et l'altération de toutes les composantes du système climatique. Ceci va contribuer à amplifier les effets déjà visibles sur tous les continents et dans les océans. Le premier volume du rapport attire notre attention sur le fait que le cycle global de l'eau est modifié, les neiges et les glaciers fondent de plus en plus vite, le niveau moyen des océans et celui de leur acidification augmentent et certains phénomènes climatiques extrêmes se multiplient. Le 5e rapport, dans la ligne des précédents rapports, met clairement en garde contre l'inaction qui pourrait coûter très cher à l'humanité tout entière. Le principal gaz à effet de serre responsable de l'augmentation de la température globale mondiale est le dioxyde de carbone, qui provient essentiellement de la combustion des énergies fossiles. Les travaux du GIEC, comme beaucoup d'autres analyses récentes, soulignent que pour limiter la hausse de la température mondiale à 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel à l'horizon 2100, des actions immédiates et ambitieuses d'atténuation sont requises. Ces actions vont même jusqu'à nécessiter le captage et la séquestration de carbone associés à un déploiement massif de la bioénergie et d'afforestation si, comme il apparaît de plus en plus plausible, les politiques d'efficacité énergétique et de déploiement des énergies renouvelables
ne sont pas suffisantes à elles seules. C'est dans ce contexte global qu'il faut se rendre compte de l'importance capitale de la thématique de ce colloque international, à savoir sécurité alimentaire et nutrition à l'heure du changement climatique. La production alimentaire et l'agriculture sont des questions essentielles pour le GIEC. Chacun des rapports d'évaluation du GIEC comprend au moins un chapitre sur l'agriculture. Les rapports récents ont évalué les aspects de l'utilisation des terres, de la production alimentaire et de la sécurité alimentaire dans plusieurs chapitres des contributions des 3 groupes de travail, plus le groupe de travail sur les inventaires des émissions de gaz à effet de serre. Aucun problème n'est plus central que la nourriture pour la durabilité à long terme des sociétés humaines. En effet, la disponibilité, le prix, la sécurité de l'accès à la nourriture émergent à la suite d'un grand nombre de processus interactifs entretenant des relations diverses avec les changements climatiques et les réponses au changement climatique. Les impacts directs du changement climatique sur la physiologie des cultures et des animaux jouent un rôle clé, mais c'est aussi le cas pour un accès fiable à l'eau pour l'irrigation et l'énergie pour la fabrication des engrais. La disponibilité de la terre et les concurrences potentielles avec d'autres utilisations de la terre est également important, surtout à une époque où les demandes croissantes en matière de stockage de carbone ou de production de biomasse énergie sont en augmentation. Les modifications de pratiques alimentaires vers celles à base de protéines animales exercent une pression supplémentaire sur les ressources foncières et modifient radicalement les émissions de méthane et d'oxyde nitreux. Étant donné que la disponibilité des aliments et l'ampleur de l'accès aux aliments impliquent la récolte, la transformation, le stockage, la distribution et l'accès ainsi que la production des impacts potentiels du changement climatique peuvent se produire à plusieurs niveaux. Les liens solides entre la production alimentaire, la santé humaine et les perspectives économiques pour les communautés rurales signifient que ces domaines doivent être compris comme une entité intégrée. La nourriture et l'agriculture sont des problèmes non seulement pour la terre, mais aussi pour les côtes, les océans et les étendues d'eau douce. La pêche et l'aquaculture fournissent des emplois à plus de 200 millions de personnes et la principale source de protéines pour plus de 2,6 milliards de personnes. La durabilité de ces ressources et l'intégration des systèmes de production alimentaire terrestres et maritimes doivent être considérés comme des sujets d'importance primordiale. De nouvelles preuves évaluées dans le 5e rapport d'évaluation du GIEC indiquent la sensibilité de la production alimentaire à la variabilité climatique. De nouvelles informations sur les extrêmes dans un climat changeant constituent un point de départ pour approfondir la compréhension du rôle actuel et futur de la variabilité climatique. L'agriculture, bien sûr, joue un rôle majeur dans le forçage du climat, mais aussi dans le portefeuille d'options d'atténuation et d'adaptation. Le forçage climatique important de l'agriculture vient non seulement des échanges de gaz à effet de serre, mais aussi des effets des cultures cultivées sur le bilan hydrique et la lumière du soleil réfléchie, c'est-à-dire l'albédo. Certaines principales sources de méthane et d'oxyde d'azote proviennent des activités agricoles et le déboisement des forêts pour augmenter les terres agricoles peut entraîner des rejets importants de dioxyde de carbone. Par ailleurs, une gestion appropriée des terres agricoles peut entraîner un stockage du carbone. Plusieurs pays
ont d'ailleurs été des pionniers dans le développement des moyens d'augmenter simultanément les rendements agricoles, de développer l'énergie, de la biomasse et de protéger les forêts. Tous ces sujets divers qui précèdent ont été largement abordés au cours du cycle du 5e rapport du GIEC, aussi bien dans le rapport d'évaluation lui-même que dans les rapports spéciaux consacrés aux événements extrêmes et aux énergies renouvelables, tout comme dans le supplément de 2013 aux directives du GIEC 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre consacrés aux eaux humides. Cependant, ils ne sont pas assemblés d'une manière qui rend les conclusions et les thèmes intégrés facilement accessibles. La sécurité alimentaire et la production alimentaire seront au cœur des différents rapports du 6e cycle du rapport d'évaluation du GIEC qui sont fortement attendus pour aussi bien informer la mise en œuvre de l'accord de Paris que celle des objectifs du développement durable. En effet, la thématique de ce colloque sera largement couverte aussi bien dans le rapport spécial consacré aux conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel et les profils connexes d'évaluation des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le contexte du renforcement de la réponse mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, que le rapport spécial sur les océans et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, qu'enfin le rapport spécial sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans des écosystèmes terrestres. Merci pour votre attention. Well, from the far, we thank Dr. Socona for his intervention, and please join me in welcoming Ms. Sophia Murphy to the podium. Est-ce que tu sais do you know which button to push for the slides? Is it this one? The green one, right here. Okay, thank you. Bonjour et merci. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je suis ici comme membre d'un groupe d'experts qui avise le Comité de la sécurité alimentaire des Nations unies, soit le CSA, en anglais le CFS. Je vais partager avec vous quelques réflexions de notre travail sur les interactions entre les effets du changement climatique et le défi toujours inachevé d'assurer une alimentation saine et adéquate pour chacun et chacune dans le monde. Je n'ai pas l'habitude des grandes salles et de toute cette technologie. Le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, HLPE de l'anglais, High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, est l'interface science-décision du CSA. Depuis sa réforme en 2009, le CSA est l'organe intergouvernemental la plus importante dans le domaine de la sécurité alimentaire et la nutrition. Sa mission est de constituer une plateforme de coordination et de faciliter la convergence des politiques. Le CSA est une innovation importante dans la gouvernance multilatérale. D'abord, il est inclusif. La société civile, le secteur privé et les organismes philanthropiques jouent un rôle formel dans le travail parmi les gouvernements. Deuxièmement, il donne un rôle important à la science. Le CSA a établi le HLPE, qui a notamment pour mission de fournir des analyses scientifiques et recommandations de politique basées sur des faits, en réponse aux demandes du CSA. La HLPE a également pour mission de recenser les problèmes critiques et ou d'apparitions récentes afin d'aider les pays et parties prenantes du CSA à identifier les sujets devant impérativement mobiliser l'attention. Le Sommet mondial de l'alimentation en 1996 a adopté la définition suivante.
la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Cette définition est fondée sur 4 dimensions de la sécurité alimentaire: disponibilité, accès physique et économique à la nourriture, utilisation pour un état de bien-être nutritionnel, stabilité de ces dimensions. Il ne suffit pas qu'il y ait suffisamment de nourriture produite globalement dans le monde. Il faut aussi que chacun puisse se procurer et manger ce dont il a besoin tous les jours. Ces dimensions de la sécurité alimentaire sont conditionnées par de nombreux facteurs environnementaux, économiques, sociaux et influencées par des politiques diverses, parfois très proches du sujet de l'alimentation, comme la politique agricole, et parfois plus éloignées, mais avec tout de même une influence importante, comme les politiques de l'eau ou foncières. Chacun des 12 rapports du HLPE déjà publiés a pu mettre en rapport, justement, un sujet particulier avec la sécurité alimentaire et la nutrition. Ces divers facteurs sont à leur tour fréquemment impactés par le changement climatique, ses conséquences, ainsi que les politiques mises en place pour y faire face, impactant à leur tour la sécurité alimentaire et la nutrition. L'image que vous avez devant vous démontre quelques de nos rapports et où ils se mettent un peu dans ce monde global du système alimentaire. Le changement climatique a fait partie des premiers sujets sur lesquels le CFS a demandé au HLPE de se pencher. C'était le 3e rapport, en fait, qui a été fait. En plus de ce rapport spécifique, tous les autres rapports du HLPE ont validé à prendre en compte la dimension climatique, qu'il s'agisse de ceux sur l'utilisation des ressources naturelles, terre, eau, sur les systèmes de production, pêche et aquaculture, agriculture, foresterie, sur les questions économiques et sociales, volatilité des prix, protection sociale, ou encore sur des politiques spécifiques comme le développement des biocarburants. Comprendre l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire nécessite 2 choses. D'abord, comprendre l'impact du changement climatique et les politiques climat sur les nombreux systèmes qui influencent la sécurité alimentaire. Et deuxièmement, comprendre comment le changement climatique se surajoute à d'autres tendances globales considérables, notamment démographiques, économiques, sociales, environnementales, qui conditionnent aussi la sécurité alimentaire et peuvent en aggraver les conséquences. Pour illustrer ceci, je vais exemplifier 3 mécanismes clés que de nos rapports ont été étudiés. Premièrement, la compétition croissante exercée sur les ressources naturelles, terre, forêt, eau, ressources halieutiques, fait peser un risque sur la sécurité alimentaire et la nutrition des populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Le changement climatique accroît cette compétition. Par exemple, le besoin de plus d'eau d'irrigation, mais aussi pour refroidir les centrales électriques et au moment même où les poissons en ont le plus besoin pour survivre. Les politiques de lutte contre le changement climatique peuvent exacerber ces tensions. Le HLPE a consacré un rapport aux politiques de développement des biocarburants, souvent lancés au nom du climat, et leurs impacts sur la sécurité alimentaire, qui sont considérés par beaucoup d'experts comme très négatifs. Face à la question controversée des biocarburants, au carrefour entre politique climatique, énergétique, agricole et de sécurité alimentaire, le HLPE a montré qu'il s'agit en fait d'une question plus générale d'arbitrage sur les usages des terres et de la biomasse. Quelle utilisation des terres et de la biomasse pour répondre au mieux aux demandes concurrentes pour la nourriture humaine, l'alimentation au bétail, l'énergie, la fertilité du sol, la préservation de la biodiversité, le stockage de carbone? La question est générale. Nous la posons souvent au niveau global. Mais les effets du changement climatique et les priorités pour la sécurité alimentaire sont diverses et surtout nous les vivons au niveau local. Les préoccupations ne sont pas partout pareilles et les politiques proposées afin de confronter les problèmes ne sont pas toujours cohérents. Deuxième mécanisme, le changement climatique intensifie les inégalités entre pays.
et frappe les plus pauvres et les plus vulnérables. Si l'on superpose des cartes mondiales du changement climatique, de la faim, de la disponibilité des ressources naturelles, ce qui saute aux yeux, est que globalement, les régions les plus touchées et le plus rapidement par le changement climatique sont souvent celles où la faim est le plus prégnante. Les pays pauvres dont l'économie dépend le plus des secteurs agricoles, avec souvent plus de la moitié de l'emploi en agriculture, et les pays en situation de tension forte sur les ressources, comme sur l'eau pour le Maghreb et le Proche et Moyen-Orient. Ce sont ceux pour qui l'adaptation est le plus urgente, mais aussi la plus difficile, faute de moyens institutionnels, humains et financiers. De manière générale, la majorité des pauvres sont encore ruraux, dépendant pour la plupart des secteurs agricoles pour leur subsistance. On l'oublie trop souvent, la majorité de ceux qui ont faim sont les producteurs de la nourriture. Troisième, les déséquilibres entre pays se manifestent aussi dans l'évolution du commerce international de produits agricoles, qui a considérablement augmenté, passant d'un 9e de la production dans les années 60 à un 6e dans les années 2000. Dans le même temps, les pays en développement sont devenus importateurs nets et cette tendance se poursuit, en particulier pour les pays les moins avancés et dans certaines régions. D'un part, ce commerce croissant témoigne la demande amplifiée des milliers de personnes, surtout en Asie, qui sortent de la pauvreté. Mais d'autre part, le commerce croissant est le résultat de décennies de négligence de l'agriculture dans les pays qui en dépendent le plus. Pendant trop longtemps, l'agriculture a été traitée de secteur sans importance ni avenir. Les études s'accordent pour prédire que le changement climatique provoquera une augmentation supplémentaire du commerce international, appelée à compenser les chocs sur la production. La plupart des modèles suggèrent que ceci conduira très probablement à une détérioration significative du ratio d'auto-approvisionnement pour les pays en développement. Les chocs climatiques qu'ils portent sur les pays qui devront augmenter leurs importations ou sur les grands pays exportateurs auront aussi des conséquences pour les prix, avec une tendance haussière et surtout une augmentation de la volatilité des prix. Or, comme nous l'avons rappelé dans le tout premier rapport de l'HLPE, des pays et des consommateurs aux revenus très différents se font concurrence sur des marchés pour l'accès aux denrées alimentaires. Les consommateurs des pays pauvres sont bien plus sensibles aux variations de prix que les pays riches, et il s'en va de même entre les riches et les pauvres d'un même pays. Ce phénomène implique qu'en cas d'insuffisance de l'offre, ce sont les pays et les consommateurs les plus pauvres qui absorbent la plus grande partie des ajustements quantitatifs nécessaires pour restaurer l'équilibre au marché. Soulignons ici le rôle essentiel de la protection sociale, sous toutes ses formes, qui peut jouer un rôle considérable pour limiter les impacts négatifs du changement climatique sur les plus vulnérables et également les aider à investir, à s'adapter. Je passe aux recommandations du rapport qui ont été faites, des recommandations du CSA, donc de la comité même. Le CSA a, dans ses recommandations de 2012 sur la sécurité alimentaire et le changement climatique, estimé que les effets néfastes du changement climatique pouvaient faire peser de lourdes menaces sur la sécurité alimentaire, en particulier sur la survie et les moyens d'existence des petits producteurs vivriers, de même que sur la concrétisation progressive du droit à l'alimentation dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale. Le CSA a invité les États à intégrer les questions de changement climatique aux politiques et programmes de sécurité alimentaire et à renforcer la résilience des groupes vulnérables et des systèmes alimentaires face au changement climatique. Le CSA a adressé des recommandations à l'ensemble des acteurs portant sur de nombreux sujets techniques, sous-tendus par l'urgence d'agir pour la sécurité alimentaire et l'adaptation, tout en intégrant la mitigation comme co-objectif. Ces recommandations et le rapport de l'HLPE ont été officiellement transmises à la Convention des Nations unies sur le changement climatique, ce qui a contribué à des progrès significatifs dans la prise en compte de la sécurité alimentaire et de l'agriculture dans les négociations climat. Avec les Sustainable Development Goals, la reconnaissance de l'importance de la sécurité alimentaire par l'accord de Paris
et l'importance donnée au secteur agricole dans les contributions nationalement déterminées, les recommandations du CSA sont encore plus d'actualité aujourd'hui. Merci. Thank you very much, Ms. Murphy. Since we started a little later than planned this session, I'd like to recommend to the panel that we continue with the presentations, and then at the end of the panel, we'll have then time for questions and comments. So with that said, I would like, if you agree, of course, and if not, we can also, we are flexible. In any case, I would like to invite to the podium Father Mujo to share his presentation. Please, welcome. Thank you so much. Now, before we start, progress and what you change. This is forward. This is Okay, forward. Okay, thank you. Thank you very much. I would like to take this opportunity to thank all of you for this very and wonderful colloque. But before I start, we've talked so much about the effects of the climate change. What we are doing in Benin is to try immediately for the solutions in Africa. And the second point I would like to do is about the negligence of the most important element in this, the microcosm, the small, the vivo, the small organisms that started about 4 billion years ago. The atmosphere, the environment was there, it couldn't grow anything. So after 500 million years, this first life came out, we call them the prokaryotes. There was no oxygen. Their first role for more than 2 billion years to produce enough of oxygen so that the others will start. So it's after producing enough of oxygen that other life came. So we have neglected in this process the coevolution between the macro and the micro. In our attempt, we try to bring out the force of the micro who are capable of changing the environment. These are some of the things I'd like to do. In this understanding, sir, we'd like to understand the dynamics of climate change and its impacts in the economies of rural families and predominantly agricultural communities, and adapting African agriculture to develop a more resilient system to effectively tackle the triple challenge of poverty, food insecurity, unemployment, and environmental degradation at the same time. How do we do it? By deploying the generative and agroecological technology, particularly the microcosm, the small elements here we're talking about. The paradox in the paradox of climate change in Africa is, number one, even though the African continent is responsible only for 4% of global greenhouse gas emission, and also that it has a great reservoir of solutions. Africa has about 65% of the world arable land, and incredible diverse biological capital, particularly the microcosm. It remains very vulnerable to climate change. But COP21 with 4 per 1,000, and COP22 AAA, this goes the generated of containing the average temperature rise under 2% and promoting adaptation technologies to climate change, respectively, constitute historic and concrete steps in the fight against climate change. This is good news for Africa and African agriculture. If you look at the climate change of another thing, what is really important, I'm not going to see it in this way here. What is really in the climate change, sorry, I'm going to turn back again. You can see here, are you hearing me? I'm sorry. This is very, very small. What is very, very important, every year, about 4.3 billion of carbon is sent into the air, every year, through our human activities. We must reverse that. But the good news is that there's the ocean and other type of things that are doing to balance it up. So the 4 for 1,000 tells that
if we can produce 4 per 1,000 carbon, that is carbon every year, that will balance it up. So what we are doing here is really very, very different here. If we can every year introduce 4 for 1,000 or 4.4% of the 1,500 billion tons of carbon in the air, we'll be able to balance it. But what is interesting here is that the soil holds presently about 1,500 billion tons of carbon. That's about 4 per 1,000, an annual growth rate of the soil carbon stock would not only stop the annual increase in CO2 in the atmosphere, which is a major contributor to the greenhouse effect and climate change, but effectively will restore the probiotic conditions of the soil and the environment. This will mean more fertile, disease-resistant and resilient soil, a soil that is better and able to cope with the effects of climate change. Our environment, including the human body, is colonized by a vast number of microbes, collectively referred to as microbiota. A teaspoon full of good soil has a population of microbes by far more than the world human population. The link between these microbes and our health and productivity is the focus of a growing number of research initiatives, and new insights are emerging and rapidly changing the way we see our environment, agriculture, and health and our health here. So in this one here, there are 3, this new microcosm, the microorganisms are key to that one here. We're looking at lactobacillus, all these type of things here that we're going over. And these are all animals, all those are things that are causing the gain, we're not acknowledging them. The sequestrated carbon matter in the raw material is the raw material and feedstock for the microbes and other soil residents for their incredible and highly sophisticated activities. Some carbon sequestration techniques, as we see now, is BRF, Bois Ramier fragmenté, or called Ramier chipped wood, mulching and composting and cover crops here. So this is the type of thing that we are doing to introduce that 4 for 1,000, chopping a lot of things and bringing them back into the soil here. This is how it now looks. This is what we are doing to bring this 4 for 1,000, and you're going to see the effect of it now. This is what is going on to bring back carbon, more than 4 for 1,000, that will not only bring the carbon back, but it's going to be the prebiotic to feed these billions and billions of microorganisms that will change things here. And this is what is going on, as you're seeing over there. The next thing here, in the year 2020, the deposit of phosphorus in the world will peak. And the phosphorus, which is a very important element in our thing, will be totally different here, going here. So this is exactly what is happening here. The phosphorus there. So after that, 2030, is going to be extremely, extremely expensive. What are we going to do? What are we going to do for the? Now, you see, all of us know that the present agricultural thing, for every 100 units of phosphorus, we all know in the conventional agriculture, only 15% are lost in the water. 15% are only get to the plant. About 85% of them are lost over there. Now, you see, the phosphorus is very, very good type of things that are now going over there. So this is what is going. Now, the forest is going over there now. What is going on is totally different here. Now in the microorganisms, that's the type of fungus that we're now using, will change totally everything. Let me go back and see what is going on here over there. You see, out of every 100 units here, 85 is spoiled and only 15 goes. But now what is going on is that now using the mycorrhizal, everything changes. Using the mycorrhizal, everything changes. The mycorrhizal go everywhere and scavenge sulfur and then bring them directly into the roots. In this new change now, out of every 100 units, 90 of them go to the plant and only 10% is lost. This is incredible. So the regenerative and sustainable agricultural technologies constitute a central part of the drive
to develop authentic technologies that bring into play the natural forces of synergy, amplifications in nature that have been ignored by conventional methods. This method creates a probiotic environment that empowers the regenerative agents of nature. These agents are capable of creating reverse entropy, we call it syntropy, and the super enabling conditions and environments like enzymatic actions, appropriate pH conditions there. It is producing more and better with less. Now let's start in fungal agriculture, everything is integrated. Now look at the primary production here. If you now look at the integrated system, look at them here. This is what is going at the left, everything is there. If you look at top left over there, all the wastes are filtered. We put this microorganism, all the wastes are filtered, and the aquatic plants like water hyacinth filter them the other side. At every week, we harvest 1/3 on the top left. We harvest 1/3 of the water hyacinth that has captured the solar energy. All the thin microorganisms have brought it back, and then we got the water filtered over there, going over there. And then this is what is going on here. Then this is it. Now, at a point of this, the energy and biomass, everything is produced over there going. Now, all the type of that wasted are now used again to produce the gas is now produced over there. Now, let's look at what is going in this integrated system. Look at the crop in this new system here. This is what is possible in this new technique. Nothing is wasted every time. Now, look at the condition with this new carbon sequestration, the condition of planting, no disease at all, nothing is going on. Look at the productivity is going over there. No disease at all, no chemicals, nothing is wasted. Now, look at the carbon. We are producing all year round with this carbon here. The next one, look at the productivity in this new type of thing that is being done, and we are doing this all year round. Nothing is wasted. Look at the cucumber. And then look at the side of cucumber. Remember, no chemicals, no waste at all, and everything is done through the microorganism, all that sort of things. Look at the cucumber, and we are producing all year round. Now, look at the pepper that is going on, the same type of thing, now going, and then going. Look at the production, and this is the, look at the size of the young people now being happy in what is going on. Now, look at the net productivity. Remember, this is done from all natural, all organic, and after sequestrating more than 4 for 1,000 carbon in the soil. Now look at the productivity going on and the diversity of that crop going on over there. Now look at this is all, these are hectares and hectares being produced in this new system here. And even organic cotton are being produced in this new situation here. Look at it. And this is what is going on, and that, and this going over. Now look at the color of these crops here, showing you that the fertilization is perfect with this new environment here. Now look at what is going on there. And then Cornelia, and this is the high productivity. And look at again what is the production, and this is all year round going. Now look at this production and that from that sequestration. Look at the purple. No chemicals, no pesticides, because over there in that there's forestry in the other side of in that production. Now, look at it. We call it teenage pregnancy here. Look at what is going on. And that's going on. And then look at the purple. Part of that mulching and using the natural will, we're able to produce this type of production here. Over there. Look at the bananas. Look at what is going on. And this cassava now, there's no weed at all. In this cassava being produced here, we are producing more than 65 tons per hectare. It was less than 20 tons before in that one here. Look at, there's no weed, and this cassava is produced, and these are tons over there. This is the productivity. Now look at the rice again. All the things used to fertilize the thing is from the animals. You see this integration here. The waste from the animals with microorganisms, it goes over there, and that's what they're using to produce all incredible. In this rice thing, we are producing 3 times a year, 6 tons per hectare, and the quality is improving every day because of this type of productivity. And that's what's going on. And all the things, after harvesting the rice, the waste again is plowed back into the ground. And then look at it, what wasn't producing again, look at the grapes that wasn't existing in this part of the world is now being produced now. Now look at them. And then this integrated spectrum, no chemicals at all, no pesticides. We have this agroforestry where the insects and the good bacteria are affected. So when there's any disease, those good insects will now come over and take care of the bad ones here. Now again, they have seen now that integration. We've seen the crop, and then from the crop now to the livestock and the animals, from livestock, that's what is going on. Look at the production now,
of the cows. Okay? Now, again, the productivity all year round is going. Now, the egg production, and now look at on the download, look at the pigs, for example. That pig is 19 babies, as you're seeing here. And everything is really going, and that is integrated general productivity here. These are the diversity that we are producing. Now, from this crop, now, the waste from the crop goes to the aquaculture, the waste from the aquaculture goes to the crop. This is a whole total integration in this productivity here. And this all the things that you are seeing going on here. And then now, one of the problem difficulty is the animal feeding our animals. So we are now taking the non-conventional way, like the crickets. One cricket here in Africa lays about 1,500 eggs. Instead of letting the crickets attack our plants, we are now using the crickets. Yes. Okay. We're now using the crickets now to do the feed mill in order to work with over that type of things here. Now, this is now the cricket used as animal feed for that type of things here. And then go in and the production of that type of thing. Now, this is all the production from the crops now, the whole generation. Look at the all type of thing now growing. And this is the type of animals that is produced in the crop. Look at the size of this fish within 8 months alone, change the new type of production that we're going here. Now, go to the small integration, the type from animal production to waste, and then from the agricultural production, we go into processing, because Africa has an exporting wealth, importing poverty, so the stock points there we process and do more over there. Now, from this, and then go in there. Now, this is the productification in this type of things here, the food processing, and then from the pre-processing go the marketing, and this is the type of marketing that we are now covering. So thank you very, very much. Thank you, Dr. Zamudio, for such a stimulating, motivating presentation, but from my perspective, mainly full of hope, showing that we do have the knowledge, we do have applied technologies, and there are ways to manage the challenges that we are currently facing for a world free from hunger. Thank you again. So I would like to invite our next speaker, Ms. Annie Lamalis, please, to the podium. Thank you. Welcome. Bonjour. Je remercie le comité organisateur du colloque et le président de cette plénière d'ouverture, M. Melgar Quiñones. Merci beaucoup pour votre invitation et votre accueil. C'est vraiment un honneur de pouvoir prendre part à cet événement. Donc, on m'a demandé de présenter un petit témoignage de 5 minutes sur les effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire au Nunavik, qui est le territoire situé au nord de la province du Québec, où vivent principalement environ 12 000 Inuits répartis sur 14 villages que vous pouvez voir sur la carte. Depuis le début de mon doctorat, j'ai la chance de fréquenter régulièrement le Nunavik, et plus précisément les villages nordiques de Kangiqsujuaq et de Kuujjuaq, pour y entretenir des conversations avec différents groupes de ces communautés sur la transformation de l'alimentation et, par ricochet, sur la transformation de leurs relations avec leur territoire. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une classe du secondaire à l'école Arsenic à Kangiqsujuaq et nous avons réalisé l'exercice suivant, une ligne du temps de l'alimentation sur laquelle ils devaient identifier des événements ou des innovations qui ont eu ou qui pourraient avoir une influence positive ou négative sur la transformation de leur alimentation. Il apparaît que les jeunes du Nunavik sont très bien renseignés sur l'évolution drastique de la diète inuite depuis le temps de leurs grands-parents. S'ils ont un peu plus de difficultés à se projeter dans l'avenir, c'est notamment parce que les changements climatiques viennent accentuer les conséquences d'une multitude d'effets cumulatifs, tout en ajoutant un important voile d'incertitude sur la transformation future de leur milieu de vie, de la faune et de la flore qui ont fourni pendant de nombreux siècles toutes les ressources nécessaires à leur survie. Les écosystèmes du Nunavik jouent un rôle crucial dans l'alimentation des Inuits, et ces écosystèmes ont déjà commencé à être affectés par les changements climatiques. L'augmentation des températures, la transformation des dynamiques de la glace de mer,
L'accroissement des événements météorologiques extrêmes et le dérèglement des saisons sont tous des facteurs qui affectent la santé et la disponibilité de certains animaux très importants pour la subsistance des Inuits, tels que le caribou, l'omble chevalier et le phoque. Les températures plus chaudes et la formation tardive de la banquise accroissent les risques associés au déplacement sur le territoire et sur la glace, et ainsi les risques associés à la pratique des activités de chasse et de pêche. Comme la chasse et la pêche, les activités de cueillette de petits fruits sont au cœur de la culture et du bien-être inuit, et ces activités sont elles aussi menacées par les changements climatiques. En effet, il est attendu que les zones de végétation soient perturbées et que des arbustes colonisent des latitudes de plus en plus élevées. Un couvert arbustif plus dense, combiné à des périodes de croissance plus longues et plus chaudes, pourrait nuire à certaines plantes à petits fruits, et particulièrement les érelles rouges et les myrtilles des marais, qu'on appelle aussi les bleuets. L'année dernière, après plusieurs années de récoltes maigres et largement insuffisantes, un petit groupe de femmes de Kanjik-Tujwak a pris l'avion pour aller cueillir des petits fruits dans un autre village du Nunavik, Kuujjuarapik, situé à plus de 800 km de chez elles. Elles ont ainsi pu ramener des petits fruits en grande quantité et en congeler pour toute l'année. Cela reflète l'importance de ces aliments aux yeux des Inuits pour leur culture. Mais il s'agit aussi bien sûr d'une stratégie palliative et en aucun cas d'une solution qui pourrait être durable et accessible à tous et à toutes. En perdant accès à leur territoire et à leurs aliments traditionnels, les Inuits sont également coupés des connaissances et des savoir-faire développés et transmis de génération en génération pendant des siècles et qui ont permis d'optimiser l'usage des ressources disponibles dans l'Arctique. Dans un environnement qui change rapidement, ces savoirs traditionnels deviennent de plus en plus difficiles à appliquer pour prévoir les déplacements de façon sécuritaire ainsi que la disponibilité des ressources au fil des saisons. Une phrase qu'on me répète souvent quand je vais au Nunavik, c'est « on ne peut plus prévoir ». Aujourd'hui, environ 80% de la diète inuite est composée d'aliments achetés au supermarché, ce qui représente une transformation drastique par rapport à l'alimentation traditionnelle qui avait cours jusqu'à il y a quelques décennies à peine. L'intégration du Nunavik dans le système alimentaire global fait en sorte que les Inuits subissent également les défauts inhérents à celui-ci, et notamment les hausses de prix sur les denrées agricoles provoquées par des événements climatiques extrêmes dans d'autres régions du monde. En somme, les changements climatiques dans l'Arctique, plus prononcés qu'ailleurs dans le monde, affectent la disponibilité, l'accessibilité et la qualité de sources d'aliments traditionnels clés. C'est une double peine pour la population du Nunavik, qui n'a pas contribué aux émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques et qui paie également ses denrées alimentaires au supermarché jusqu'à 80% de plus que dans le reste de la province du Québec. Merci. Thank you very much, Ms. Lamalis. When I was listening to your presentation and looking at the last slide, I was thinking about a class we had, a lecture we had last week with a group of McGill students on global food security. And we were sharing numbers about food insecurity and undernutrition in the developing world. And then I jumped into food insecurity in Canada. It was, for some of the students, a surprise to learn that the Council for Canadian Academies in 2014 reported that Inuit households in the territories of the North face rates of food insecurity up to 70%, with half of those households facing severe food insecurity. So I think this is also a call for attention and a call for action, issues that relate to the central topic of this panel and this conference, affecting, again, not only population groups in developing world countries, but also populations that live in what we called industrialized or developed countries. Thank you so much for your testimony. Now we would like to call to the podium our next speaker, Mr. Jimmy Johannes. He will share
also his knowledge on his work in Northern Canada. Welcome, Mr. Johannes. Lakot, bonjour, good morning. My presentation will be about climate change, traditional food, food security in Nunavik. As you have seen on the wall, the map of where I come from. Its title is Nunavik. My name is Jimmy Johannes. I'm the executive secretary to this association that represents the Inuit Hunters of Nunavik, the Nunavik Hunters Fishermen Trapping Association. The object of the presentation is to explain how climate change impacts harvesting activities and food security in the Nunavik region. I'll explain a bit about myself. I've been born and raised in Kuujjuaq, that's in Ungava Bay, and that's where I'm based out of. I work the whole region for my association for the Inuk Hunter. Nunavik region is located in northern Quebec. It is an immense territory with a population of 12,000, mainly Inuit, my people. Harvesting, sharing, and consuming traditional food like caribou, beluga, seal, fish, and geese are an important part of living in Nunavik and contribute to nutrition, health, and well-being. Because there are no road or rail links between the region and the southern part of the province of Quebec, store-bought food and other goods are imported from the south by air and sea lift. Consumer prices for food and essential products are therefore high. For example, store-bought food costs are 81% higher in Nunavik than in Quebec City. Many families in Nunavik have difficulties accessing enough food. Nearly 1 in 4, 24%, lack food at home in the month prior to the health survey in 2004. This is due to many reasons, including cost of food, cost of living, and poverty. Climate change is also part of the problem. I will now explain how climate change affects hunters and people of my region nowadays. In a broad consultation in Nunavik called Pagnasimautik, people mentioned that impacts of climate change are increasingly threatening safe access to many traditional inland and marine harvesting areas. For example, we have an increased number of polar bears in certain parts of the hunting areas and marine harvesting areas. Another example is the number of polar bears including due to the changes in ice conditions. Animals are also changing. Some hunters noticed recently that some of the seals they hunted have hair loss. This is worrisome. We also have a big issue right now with a decline in the caribou population. Caribou is an important food source for Nunavimmiut. It is one of the traditional foods that is most eaten in the region. Many complex factors are linked to this decline, including climate change.
changes in migration patterns, and wildlife management. How do we deal with these changes in Nunavik? We adapt to these changes, we gain knowledge, develop new hunting techniques. We need to teach our young hunters how to face these new challenges. Monitoring and research on wildlife quality and availability is also part of the solution. In Nunavik, we have a research center to monitor wildlife diseases that affect animal health and can infect humans. This is helping because when hunters see abnormalities in these species, they can send samples to the research center. In the region, we're also starting to look at new ways to produce food locally. We've started a small egg production project. We've looked at raising chickens. These initiatives remain new and small scale for now, but in the long term, they will be part of the solution to provide fresh and locally produced foods to Nunavimmiut. Nagomik, thank you, Maxi.